surprise. Alors maintenant, les zones d'ombre, c'est là où je vais fâcher un petit peu. Je pense qu'il y en a deux principalement. La première, c'est que nous ne nous attaquons pas véritablement à la question du fonctionnement du marché de la formation professionnelle. Or, effectivement, peut-on construire des réponses adaptées quand il s'agit de faire effectuer à des personnes des parcours longs, des parcours qui sont de plus en plus compliqués, avec éventuellement des reconnaissances à travers une certification? Peut-on construire tout ça quand, par exemple, un conseil régional est totalement soumis à un système d'appel d'offres qui doit renouveler chaque année et qui ne peut pas construire avec un partenaire de formation, qu'il soit public ou privé, une relation durable? J'avais suggéré à un moment, mais enfin c'est un peu plutôt comme un élément perturbateur qu'autre chose, qu'après tout, quand une municipalité ou quand un conseil général veut s'occuper de la question des transports publics, veut s'occuper de la question de la distribution de l'eau, de la collecte des déchets, il peut passer des contrats de délégation de services publics sur plusieurs années parce qu'il sait qu'il y a des investissements lourds à faire par le prestataire. En matière de formation, on a l'impression qu'il faudrait mettre tout le monde à l'aune d'un système de marché public où chaque année, il faut repasser des appels d'offres. On ne peut pas véritablement construire des relations partenariales entre les commanditaires, des prescripteurs et les prestataires de formation. Il y en a un problème qui est considérable. Je sais bien que nous ne pouvons pas le résoudre seul en France parce que nous sommes en partie tributaires de décisions qui se prennent au niveau européen, mais c'est à mon sens un sujet tout à fait essentiel. Et puis le deuxième, peut-être plus délicat encore, c'est qu'au fond, je pense qu'il y a un peu un non-dit dans tout ce processus de réforme, qui est la question de la continuité entre formation initiale et formation continue. Regardez d'ailleurs un symptôme. Pratiquement personne n'a osé dire, puisqu'il faut remettre bien des choses à plat, et pourtant Dieu sait si des volontés pour remettre à plat, il y en a eu ces derniers temps. Pourtant personne, à quelques exceptions près, n'a osé dire après tout, si on allait vers une fusion de la taxe d'apprentissage et du contrat du financement des contrats de professionnalisation. Voilà deux dispositifs qui de plus en plus se ressemblent. Voilà deux systèmes de collecte dont, en tout cas pour le premier, la taxe d'apprentissage, a atteint des sommets de complexité. Alors, Christine Lagarde a essayé de le faire. L'erreur, c'est qu'elle a été dire ça dans les chambres consulaires. Bon, le lendemain, elle a fait un communiqué de presse en disant qu'elle s'était trompée. Bon, alors, en soi, ce serait une simplification, en tout cas, il y a quelque chose à creuser. Mais pourquoi ne pose-t-on pas cette question? Je crois qu'on ne la pose pas, non pas simplement parce qu'on sait qu'une réforme comme celle-là, j'ai tâté moi-même, il n'y a que des baffes à prendre dans la figure, il n'y a que des coups à prendre. Parce que forcément, on va en mécontenter les uns ou les autres. Bon. Mais je crois que ce n'est pas ça la raison fondamentale. Les gens qui n'ont pas peur de prendre des claques dans la figure, il y en a dans ce pays. C'est qu'en fait, s'attaquer à ça, c'est s'attaquer à un sujet qui est bien plus fondamental, qui est de redéfinir ce que sont les véritables missions de la formation initiale dans la perspective d'une éducation, d'une formation tout au long de la vie. Quand je vois par exemple le débat sur la professionnalisation dans l'enseignement supérieur, je me demande si parfois on ne se trompe pas de sujet ou de question. Est-ce que, oui ou non, nous devons considérer que demain, la vocation de l'enseignement supérieur, c'est de donner toutes les bases dont on aura besoin pendant à peu près 42 ans de vie professionnelle, sur des spectres larges, sachant que quand on est diplômé, parce qu'on a fini des études dans l'enseignement supérieur, quel qu'en soit le niveau, on n'est pas encore un professionnel. Et que pour être un professionnel, il faudra être confronté aux situations de travail réelles, continuer à se former par l'alternance, etc. Je disais tout à l'heure, nous sommes lanterne rouge en ce qui concerne les formations en cours de carrière débouchant sur un diplôme ou sur un titre, quand on fait des comparaisons européennes. Il y a une autre chose qui est très frappante, c'est que l'âge auquel on obtient son dernier diplôme d'enseignement supérieur et d'enseignement, de formation initiale d'une certaine façon, est beaucoup plus précoce en France qu'ailleurs. Ça veut dire c'est parce que les études sont beaucoup plus longues à l'étranger. Non. C'est parce qu'à l'étranger, il est très fréquent qu'on s'arrête à 18 ou 19 ans, qu'on aille travailler un an, qu'on revienne prendre un cycle d'études quelques années après parce qu'on a amélioré son orientation professionnelle, qu'on a découvert un nouveau projet en chemin, etc. Ce type de parcours-là, en France, c'est pas du tout la norme. Parce que la représentation que nous nous faisons, et soyons honnêtes, comme nous sommes parents, c'est aussi la représentation que nous avons, il faut aller le plus haut possible, dans les formations les plus prestigieuses possibles, parce que après, la formation continue, ça sera au mieux des formations d'ajustement. Et donc, nous attendons fondamentalement du système scolaire qu'il joue à plein du point de vue de sa fonction de sélection sociale, et en plus, éventuellement, du côté des employeurs, qui fournissent les gens prêts à l'emploi. Or, ce sont là deux illusions dont nous revenons petit à petit. Mais je pense que dans ce débat,
sur la réforme de la formation professionnelle, la formation des adultes, nous ne pouvons pas tout à fait ignorer ces questions qui sont des questions extrêmement lourdes de conséquences pour demain. Est-ce que nous allons continuer à investir massivement dans la formation initiale sans pour autant considérer qu'il y a des gens qui peuvent peut-être faire des parcours qui sont des parcours plus riches, plus sophistiqués, en interrompant les études, en les reprenant, etc. Alors on peut dire qu'on va faire des grandes réformes nationales, l'éducation nationale, bien sûr, il y en a eu plein. Je pense que des enjeux comme cela, ils trouveront des réponses pragmatiques parce que sur le terrain et sur les territoires, on inventera des manières de se comporter différentes. Je terminerai sur un petit exemple. Avec un certain nombre de collègues et avec l'ancienne administratrice générale du CNAM, nous faisions le constat qu'un certain nombre de jeunes sortent des filières lettres et sciences sociales de l'université et souhaitent plutôt s'orienter vers les entreprises. Parce que les concours d'enseignement, ça ne les tente pas, qu'ils n'ont pas forcément envie de passer un concours de la fonction publique, etc. Et donc, ils disent « je voudrais aller en entreprise ». Vous savez, on les retrouve sur les plateformes téléphoniques, vendeurs chez McDonald's, vendeurs de fringues dans le Marais, etc., etc., sur des petits boulots qui sont des petits boulots précaires. Le résultat, c'est que ce sont des gens qui sont souvent insatisfaits, frustrés, etc., etc. Alors que les entreprises, dans le même temps, disent « nous souhaitons des gens qui aient la tête bien faite, qui aient des capacités d'analyse, qui aient des capacités d'adaptation, qui aient de l'esprit critique et de l'inventivité ». Attendez, quelqu'un qui a fait de la littérature comparée, il a développé des aptitudes de ce type. Alors certes, il n'est pas professionnel, mais il a des aptitudes de ce type. Pourquoi alors les entreprises ne prennent-elles pas le risque de les embaucher et prennent systématiquement des gens qui sortent des écoles de commerce? Je n'ai rien contre les écoles de commerce, enfin c'est un peu des clones quand même. Alors ce que nous avons essayé de monter, c'est une réponse très pragmatique. Nous disons à les entreprises, si ces profils-là vous intéressent, nous savons que vous ne les prendrez pas parce qu'ils ne sont pas professionnalisés, mais dites-nous le type de job sur lesquels vous êtes prêts à les accueillir, et à ce moment-là, on va prendre l'offre de formation du CNAM, l'offre de formation de Sciences Po, et on va construire un contrat de professionnalisation avec un parcours de formation qui sera complètement individualisé en fonction de la cible professionnelle. Nous faisons en amont avec ces jeunes un travail d'orientation, d'aide à la définition du projet. Nous travaillons avec les entreprises sur la cible professionnelle et la nature des connaissances techniques qui sont utiles, et je peux vous assurer que les entreprises qui ont accueilli des jeunes dans ce cadre-là, et les jeunes eux-mêmes, tout le monde trouve que c'est un dispositif qui est remarquable. C'est une réponse pragmatique, c'est une réponse empirique, ça n'est pas à travers des grandes réformes de notre système éducatif, mais à travers des initiatives comme celle-là, qui sont des initiatives de terrain, qu'on fera bouger un petit peu les représentations qu'on a en tête de cette sorte de dualité entre formation initiale et formation continue.